retour sur Direct Marché avec Gustavo Orenstein, gérant chez Dorval Finance. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Alors, la semaine prochaine aura lieu la réunion du FOMC, le comité de politique monétaire de la Fed. Les investisseurs spéculent déjà sur un éventuel resserrement de la politique monétaire et donc vont suivre avec attention chaque mot qui va être prononcé qui va être dans le communiqué de presse de Janet Yellen. Ça a eu déjà une répercussion sur les bons du Trésor américain qui sont en hausse, également sur le dollar en hausse. Est-ce que selon vous, vous êtes gérant, donc est-ce que vous allez suivre avec attention ce discours et qu'est-ce que vous en attendez? Oui, c'est très important, donc bien sûr toujours ce que fait la Réserve fédérale, d'autant plus que ces dernières années, la communication est devenue majeure, ce qu'on appelle la forward guidance, la manière de communiquer de la Fed sur ce qu'elle va faire. Il y a une attention particulière sur le discours. En termes d'action, on n'attend pas grand-chose. Elle va continuer, la Fed va continuer à ralentir son rythme d'achat. Donc septembre, elle va encore le réduire au même rythme qu'elle a fait jusque-là. Et octobre, a priori, ce sera la fin de l'expansion du bilan de la Fed. Donc il va se stabiliser à partir du mois d'octobre. Vous ne tablez pas, vous, sur une hausse des taux d'intérêt comme certains le spéculent pour Ah non, pas du réunion. tout. Ah non, non, ça nous semble complètement improbable qu'il y ait une hausse des taux. Il n'y aura pas de hausse des taux plutôt en 2015 et probablement pas avant mi-2015. Là, c'est plutôt sur un changement de communication. La Fed jusque-là dit qu'elle va garder ses taux d'intérêt autour de zéro pour une période considérable. Elle pourrait changer un petit peu son discours pour ne plus donner une période, mais plutôt des conditions économiques ou mettre en avant les données macroéconomiques. Donc c'est autour de ça que porte le débat, un changement de discours, mais c'est suffisant pour mettre un petit peu de nervosité dans le marché. Il faut se rappeler qu'en 2013, la forte correction qui avait eu lieu sur le marché obligataire et qui s'était transmise à l'ensemble des marchés financiers avait eu lieu alors même que la Réserve fédérale n'a pas touché ses taux d'intérêt, mais elle a simplement changé un petit peu sa communication et ça a suffi à créer un petit peu de remous. Donc il y a beaucoup de prudence. D'ailleurs, ce qui caractérise cette période, c'est pas tant la hausse des taux, disons américains, qui a lieu, mais qui n'est pas finalement si importante, c'est plutôt la nervosité qu'on voit dans les marchés émergents qui est assez habituel pour ce type de situation. Donc je crois que les investisseurs aujourd'hui sont plutôt avec le souvenir de ce qui s'est passé au printemps 2013 et donc quelques-uns se positionnent afin d'éviter la répétition de ce qui s'est passé en 2013. Nous ne pensons pas qu'on va rejouer le même épisode. Il y a toujours de la prudence évidemment à l'approche de ces réunions, mais nous semble toujours que la Réserve fédérale a plutôt intérêt à accompagner très gentiment les anticipations des investisseurs et ne pas créer de remous. On se rappelle que les remous qu'elle avait créés, donc encore une fois l'année dernière, ont été plutôt contre-productifs et notamment ont pesé sur l'immobilier américain. Oui. Donc vous pensez là qu'aujourd'hui qu'on retourne vers de la nervosité sur les marchés émergents et que du coup, qu'est-ce qui pourrait faire comment la Fed peut faire pour justement éviter que ça se reproduise? Je crois qu'elle doit éviter de choquer dans son discours, essayer de vraiment accompagner le plus possible les anticipations. Il est évident que les taux d'intérêt vont monter à un moment ou à un autre, donc il faut que la Fed accompagne les investisseurs. Il faut bien voir que la détente qu'il y a eu sur les taux longs américains depuis le début de l'année, qui est arrivée, qui était complètement inattendue, la plupart des investisseurs pensaient que les taux d'intérêt allaient plutôt monter en cours d'année, elle s'explique entièrement par une baisse de la prime de terme, une compression de la prime de terme, c'est-à-dire en fait de l'incertitude sur la politique monétaire. Donc il faut le plus de visibilité possible, ne pas choquer les anticipations, de manière à ce que les taux d'intérêt corrigent, certes, mais le plus lentement possible, sans créer de stress au niveau financier. Alors, cette prochaine réunion a un impact sur le dollar qui est remonté, notamment face au yen, atteignant son plus haut niveau depuis septembre 2008. Qu'est-ce que vous pensez de cette remontée du dollar? Est-ce que c'est finalement un facteur qui est vraiment conjoncturel ou est-ce que ça peut être lié à d'autres facteurs plus structurels? Non, je crois que ce qui fait le gros du mouvement du dollar, c'est la différenciation de plus en plus importante du cycle monétaire entre les États-Unis et d'un côté le Japon et de l'autre côté l'Europe. Je crois que si on prend le côté de la baisse de l'euro, qui a quand même été très sensible ces dernières semaines, elle s'explique largement par la BCE elle-même, son action, la surprise de son action assez forte lors de la dernière réunion, et notamment l'annonce du programme d'achat d'ABS et de covered bond. Donc ça a eu un impact très vraiment sur l'euro. Et du côté du yen, il y a encore une fois le côté de la Réserve fédérale qui peu à peu normalise sa politique, et de l'autre côté des spéculations sur une nouvelle détente de la part de la Banque du Japon. Puisqu'il faut se rappeler qu'au 1er avril, le gouvernement japonais a augmenté de 3 points la TVA. Ça a eu un impact assez fort sur l'économie, plus fort que ce qui était anticipé. Et donc aujourd'hui, il y a des spéculations sur la Banque du Japon doit en faire plus. Donc vous pensez par exemple que le dollar va continuer cette hausse?
c'est la logique de la situation. Il y aura des hauts et des bas évidemment, comme toujours sur les marchés, mais la trajectoire c'est quand même un découplage de la politique monétaire entre les États-Unis et ses partenaires. Alors, autre actualité des marchés, c'est les partisans à l'indépendance de l'Écosse qui sont donnés majoritaires. Hein. Le référendum aura lieu le 18 septembre prochain. Ça a un impact sur la devise, sur la livre sterling, mais ça a aussi un impact sur les rendements de la dette espagnole, qui en fait, la Catalogne pourrait éventuellement demander également son indépendance. Donc on voit que les rendements de la dette espagnole à 10 ans ont augmenté, ont eu une hausse de 10 points de base à 2,30%. Ça sont une plus forte hausse depuis 2013. Est-ce que c'est un effet uniquement sur l'Espagne ou est-ce que vous pensez qu'il puisse s'agir d'un risque plus global avec une hausse généralisée des taux? Alors d'abord, il y a un peu de nervosité en général sur le marché obligataire, notamment ce qui est la partie, on va dire, un peu crédit du marché. Alors l'Espagne fait encore un peu partie. Et ça s'explique, je pense, plutôt par ce que je disais au début, c'est-à-dire le fait qu'on s'approche du FOMC et qu'on a ces souvenirs de ce qui s'était passé en 2013. Donc on voit une tension en général dans le crédit, pas simplement en Espagne. Se rajoute effectivement, au cas vraiment spécifiquement espagnol, la Catalogne, hein, et donc le fait que les Catalans, les indépendantistes catalans regardent très attentivement ce qui est en train de se passer en Écosse. D'ailleurs, de la même manière, je pense que les indépendantistes québécois doivent regarder très attentivement ce qui se passe en Écosse. Tous les indépendantistes regardent un peu un cas d'école et voilà, est-ce que ça peut se passer bien ou mal, etc. C'est vrai que le cas écossais est assez intéressant. Il y a beaucoup de controverses entre économistes. Mais la plupart sont quand même plutôt sur l'idée qu'il faudrait être extrêmement prudent et que les indépendantistes doivent faire très attention, et notamment le problème du change est extrêmement important et très sensible, à savoir s'ils gardent oui ou non le sterling comme monnaie, leur accession à l'Union européenne. Là aussi je pense que les Catalans regardent très attentivement, est-ce que c'est facile en cas d'indépendance, ce qui n'est pas encore fait, hein, est-ce que c'est facile ou non de réaccéder à l'Union européenne, etc. Donc beaucoup de gens en Europe regardent ça attentivement. Ça peut provoquer un peu de pression sur les taux espagnols, mais très franchement, je crois que nous restons investis sur les obligations périphériques, et notamment les obligations espagnoles, parce qu'il nous semble quand même que la logique de la BCE et de la réflation en Europe est la plus forte, et c'est ça le chemin qui nous semble être le chemin de moindre résistance. Alors vous parliez de nervosité sur les marchés obligataires. En termes d'allocation d'actifs, que recommandez-vous? Est-ce que vous êtes positif donc, sur le marché obligataire? Aujourd'hui, nous sommes plutôt absents du marché obligataire en fait. Nous avons très peu de risques de duration. Nous prenons un petit peu de risque de crédit, essentiellement en Europe, mais nous sommes assez défensifs en fait dans ces positions-là. Nous avons des taux périphériques, donc espagnols et italiens. Et puis nous avons également de la dette bancaire, notamment de la dette subordonnée bancaire, dans la logique également de la BCE, des AQR et des stress tests qui vont arriver très prochainement, et puis de tous les efforts de la BCE pour faire baisser le coût de financement des banques. Donc voilà un peu nos positions, mais elles sont globalement extrêmement défensives. Aujourd'hui, nous sommes bien plus à l'aise en fait avec les actions, qui sont plus attractives selon vous. Qui sont plus attractives, plus volatiles évidemment, et plus attractives selon vous. Même si on arrive à des niveaux quand même relativement hauts actuellement. Quand on regarde un peu les valorisations des marchés internationaux, elles sont normales à ce stade du cycle, il n'y a rien de très choquant. Elles sont au-dessus de la moyenne. Enfin, pour faire la moyenne, il faut être de temps en temps au-dessus, de temps en temps en dessous, sinon c'est pas la moyenne. Donc on est à une période un petit peu au-dessus de la moyenne. Nous, on continue de penser que le cycle est favorable et que donc les résultats des entreprises vont réaccélérer, notamment en Europe où il y a quand même pas mal de place pour une réaccélération, vu qu'elles sont quand même pour l'instant toujours très déprimées. Merci beaucoup Gustavo Orenstein, gérant de Dorval Finance. On marque une courte pause, on se retrouve tout de suite.